l'acharnement de l'Occident impérialiste contre l'Iran, un modèle à méditer pour l'Afrique des libertés. Pour aborder ce sujet, je vais procéder en 3 moments. Dans le premier moment, une brève histoire de la révolution iranienne. Dans le deuxième moment, que reproche l'Occident à l'Iran et qu'en est-il réellement du problème irano-occidental? Et puis, dans un troisième et dernier moment, quelles sont les leçons à tirer pour l'Afrique à propos de ce qui se passe maintenant entre le bloc impérialiste occidental et la République théocratique islamique d'Iran? Voilà les 3 moments de notre démonstration. Sans plus tarder, nous commençons par le premier moment. Africaine, Africain, l'Iran est un pays asiatique. C'est un pays d'1 648 195 km². Donc c'est un pays immense. C'est un pays de 87 590 873 habitants au dernier recensement. C'est un pays qui est la 28e puissance mondiale en termes de produit intérieur brut. C'est un pays dans lequel chaque habitant a, en moyenne, chaque année, dans le produit intérieur brut, 11 200 $. Donc l'Iran ne peut pas être classé parmi les pays pauvres. Il ne peut même pas être classé parmi les pays sous-développés. C'est un pays qui a un niveau de vie supérieur à la plupart des pays africains, actuellement, sur l'échiquier du monde. Pourquoi je vous ai donné ces chiffres pour commencer? Pour que vous vous rendiez d'abord compte du grand mensonge que les médias occidentaux veulent infliger une fois de plus au monde entier. Présenter l'Iran comme un enfer sur terre. Présenter l'Iran comme un pays archaïque, comme un pays sous-développé, comme si c'était un pays dans lequel il n'y a pas un gouvernement capable de faire face aux besoins de sa population. Voilà le grand mensonge de l'Occident à propos de l'Iran, car les seuls chiffres que je vous donne plaident pour une nation puissante, une nation active, une nation dynamique, une nation à la démographie vivante, une nation qui plus est, issue de l'une des plus grandes et des plus anciennes civilisations de l'humanité. Car l'Iran, que vous voyez, c'est une nation issue de la grande nation perse, dont la fondation date de 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans avant Jésus-Christ. La fondation de la nation perse avait déjà eu lieu. Longtemps avant la fondation des plus grands empires de l'Occident. L'Iran est une nation enracinée dans l'histoire ancienne. Enracinée dans l'histoire profonde de l'humanité. Ce n'est pas un petit peuple. Ce n'est pas un peuple constitué par la conquête coloniale. Ce n'est pas un peuple qui s'est construit sur l'esclavage des Noirs, des Latino-Américains, des Indiens, des Métis. Ce n'est pas un peuple qui s'est constitué sur simplement les guerres de conquête contre ses voisins. C'est un peuple ancien, enraciné dans sa propre terre, l'Iran. Ce n'est pas un peuple bricolé à coups de canon. Ce n'est pas un peuple qui est le résultat d'une succession de westerns. Ce n'est pas un peuple constitué de desperados. C'est un peuple qui a ses racines dans la terre humaine depuis très longtemps. C'est l'héritier de la grande civilisation des Perses. La langue officielle de ce pays, c'est le persan, l'une des plus belles langues que l'humanité puisse avoir. Une des plus anciennes, des plus profondes langues que l'humanité puisse avoir. Or, ce pays, l'Iran, se trouve être l'une des plus grandes réserves pétrolières de la Terre. Et c'est cette richesse qui est la source des convoitises de l'Occident envers lui. Voilà comment l'Occident s'est débrouillé pour mettre la main pendant très longtemps sur les richesses pétrolières et de l'Iran à travers la dynastie des Pahlavis.
La dynastie des Pahlavi était une dynastie extrêmement opulente, richissime, mais qui vivait au-dessus d'un peuple iranien appauvri. Un peuple jeté dans les bidonvilles, jeté dans les chaumières. Lorsqu'en 1953, Mohammad Mossadegh, Premier ministre d'Iran, essaye de mener une politique révolutionnaire pour redistribuer la rente pétrolière du peuple iranien aux Iraniens appauvris, il est victime d'un coup d'État directement organisé par la CIA. Les États-Unis d'Amérique fomentent un coup d'État contre Mossadegh et renforcent le pouvoir du Shah d'Iran, l'empereur Reza Pahlavi, qui continue à appauvrir les Iraniens jusqu'à ce qu'une seconde grande révolution réussisse. Elle a lieu le 1er avril 1979, sous la guidance de quelqu'un qui était exilé politique ici en France. Il s'appelle Rouhollah Khomeini, ayatollah. Il part de Naufle-le-Château en France. Le peuple iranien renverse la tyrannie monarchique de Reza Pahlavi et l'ayatollah Rouhollah Khomeini et ses compagnons, dès le mois d'octobre 1979, mettent en place une nouvelle république, une république théocratique islamique iranienne extrêmement originale. Extrêmement originale. Et là, je voudrais encore approfondir ici pour que vous compreniez l'essence de la révolution iranienne. Le système politique iranien est très original parce qu'il combine le principe théocratique avec le principe démocratique. Il combine le principe théocratique avec le principe démocratique parce que c'est un régime à 3 niveaux. Le niveau le plus bas, ce sont les assemblées populaires, intégrant les guides de toutes les corporations. Le niveau intermédiaire, c'est le niveau du gouvernement qui est issu d'élections parlementaires. Le président de la République iranienne est issu d'un processus électoral. Et le niveau spirituel est incarné par la personne du guide de la révolution, qui lui-même préside un conseil des sages de la révolution. Donc c'est un régime qui est constitué de 3 couches. La couche la plus élevée, c'est le guide suprême de la révolution, qui s'inspire de l'interprétation chiite de la révélation coranique. Il s'appelle aujourd'hui Ali Khamenei, et le premier grand guide suprême spirituel de cette révolution s'appelait l'ayatollah Rouhollah Khomeini. Deuxième niveau, le pouvoir du gouvernement, dirigé par le président de la République. Là, c'est Mahmoud Pezeskian. Il est élu par le peuple iranien. Et le troisième niveau, les assemblées populaires qui sont élues par le peuple iranien. Donc, c'est un régime qui combine le principe de la théocratie, c'est-à-dire l'inspiration de l'islam chiite, et le principe de la démocratie, c'est-à-dire l'émanation de la volonté du peuple. Voilà l'équilibre dont est fait ce régime. C'est ce régime qui a conduit les Iraniens à avoir 11 200 $ par personne par an. Je vous mets au défi d'aller regarder le produit intérieur brut dans tous les pays africains. En moyenne, le produit intérieur brut en Afrique est de 2500 $ par an par habitant. L'Iran, c'est 11 200 $ par habitant. C'est ce régime qui a placé le pays à la 28e position mondiale dans le cadre du produit intérieur brut. C'est ce régime qui a donné à ce pays un indice de développement humain qui est l'un des plus élevés de la planète. Et c'est ce pays qui est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes puissances technologiques qui est au monde, avec une armada d'ingénieurs, de techniciens de très haut niveau qui donne à l'Iran une bonne partie de sa puissance industrielle et de sa puissance militaire actuelle. Donc, il faut déjà que les Africaines et les Africains se débarrassent de l'image qui leur est donnée de l'Iran. À savoir, l'image d'un pays qui serait archaïque, un pays sauvage, un pays barbare, un pays arriéré, un pays ténébreux. Ce n'est pas vrai. L'Iran est une république extrêmement puissante. C'est une république extrêmement originale, une république extrêmement créatrice, une république innovante,
une république de la connaissance, de la sagesse et de la profondeur. Mais comme tout pays, l'Iran a des problèmes. Il a des problèmes parce que les aspirations de ces populations ne sont pas entièrement satisfaites par le gouvernement. Et c'est le cas de tous les pays du monde. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, à partir de 1979, dès lors que la révolution iranienne a instauré le nouveau régime et mis fin à la monarchie corrompue et soumise, vassale de l'impérialisme occidental des Reza Pahlavi, l'Iran a été placé sous sanction par les États-Unis et l'ensemble des puissances occidentales de l'OTAN. De 1979 jusqu'à ce jour, les États-Unis et l'ensemble des puissances occidentales de l'OTAN ont tout fait pour empêcher l'Iran de fonctionner. Dans les années 80, les États-Unis et les pays de l'OTAN ont financé l'Irak de Saddam Hussein pour mener une guerre criminelle avec l'utilisation d'armes chimiques contre l'Iran. Une guerre de près de 10 ans qui s'est achevée à peine à la fin des années 80. Vous vous en souvenez. La guerre Iran-Irak, c'est une guerre instrumentalisée par la CIA, instrumentalisée par l'OTAN pour renverser le régime iranien. Les sanctions économiques, sanctions diplomatiques, sanctions de toutes sortes infligées par les États-Unis à l'Iran sont l'une des raisons des difficultés économiques, l'une des raisons des difficultés politiques dans lesquelles l'Iran se trouve actuellement. Et de telle façon que vous devez comprendre que, en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés occidentaux font tout pour que l'Iran ait des problèmes. Quand l'Iran a des problèmes et que sa population se révolte contre le gouvernement, parce que ces problèmes ne sont pas résolus, les mêmes pays occidentaux menacent d'attaquer l'Iran. Attaquent l'Iran pour le punir parce qu'il ne résout pas les problèmes que les Occidentaux ont créés. Est-ce que vous comprenez le cercle vicieux dans lequel ce pays se retrouve? C'est un pays qui peut fonctionner. C'est un pays qui peut satisfaire les besoins de sa population, à condition qu'on ne l'agresse pas. Or, on l'agresse. Au moins depuis 1979, ce pays est constamment agressé par les États-Unis et leurs alliés. Donc, ce pays est contraint d'être en guerre permanente pour maintenir sa souveraineté, en guerre permanente pour entretenir son modèle de civilisation, en guerre permanente pour maintenir, sa prospérité. Et ceux-là même qui lui font la guerre, c'est-à-dire qui le mettent dans les difficultés, lui reprochent de ne pas pouvoir résoudre les difficultés qu'il lui crée. Est-ce que vous comprenez? Africains, est-ce que vous comprenez ce qui se passe en Iran? Je suis là ce matin pour vous aider à comprendre. Ce sont ceux-là même qui créent des problèmes à l'Iran, qui disent maintenant qu'ils vont à nouveau attaquer l'Iran pour punir l'Iran de n'avoir pas résolu les problèmes qu'ils lui ont lui-même créés. Astaghfirullah. On peut faire ça à l'homme? Qui empêche l'Iran de commercialiser tranquillement son pétrole et son gaz? Ce sont les États-Unis. Et quand l'Iran se retrouve en difficulté financière pour satisfaire les besoins de la jeunesse, de sa jeunesse, qui est derrière cette jeunesse pour l'encourager à se révolter contre le gouvernement? Ce sont les mêmes États-Unis et leurs alliés occidentaux. Et quand le gouvernement réagit pour sanctionner les excès des manifestants qui détruisent les bâtiments, détruisent les ponts, détruisent des usines, détruisent des biens qui ont été chèrement acquis par les Iraniens. Quand l'État réagit pour dire « Vous ne pouvez pas détruire cela même que nous avons construit avec notre sueur, notre sang et nos larmes », quels sont ceux qui prétendent maintenant venir défendre les révoltés, les insurgés iraniens contre le gouvernement? Et ce sont les mêmes États-Unis et leurs alliés occidentaux. Donc, dans cette première partie de mon exposé ce matin, je voulais vous faire comprendre que l'Iran est un pays vivant. C'est un pays plus avancé que la plupart des pays africains, sur tous les plans. Sur le plan social, économique, culturel, sur le plan technologique. C'est un pays qui est en avance sur la plupart des pays africains. Donc déjà, il ne faut pas les regarder comme les Occidentaux veulent nous les faire regarder. Ce ne sont pas des sauvages, ce ne sont pas des ignares, ce ne sont pas des attardés. C'est l'un des peuples les plus géniaux qu'il y ait sur la terre. On leur en veut parce qu'ils refusent de se soumettre au diktat de l'Occident. Et les problèmes qu'ils ont sont en très grande partie des problèmes qui ont été créés par les sanctions
internationales occidentales qui empêchent le pays de fonctionner optimalement et de redistribuer le fruit de sa richesse à ses membres. Parce que si l'Iran n'était pas contraint de faire la guerre, de faire la guerre pour survivre depuis 1979, je suis sûr que le produit intérieur brut iranien ne serait pas simplement de 11 200 $ par an par habitant, il serait facilement de 100 000 $ par an et par habitant. Si on avait foutu la paix à l'Iran. Et ce sont ceux qui emmerdent l'Iran, qui l'empêchent justement de fonctionner de façon optimale pour son propre peuple, qui viennent maintenant à nouveau dire « Nous allons attaquer l'Iran parce que l'Iran n'a pas été capable de résoudre les problèmes que nous lui avons créés. » Je viens, je te coupe le courant chez toi. Et ensuite, je reviens te punir parce que tu n'as pas d'électricité. Voilà ce que fait l'Occident. Il vient, il t'inocule une maladie incurable. Et comme tu souffres de cette maladie incurable, il décide de te punir parce que tu n'es pas capable de te guérir. Voilà ce que fait l'Occident. L'Occident te crée des problèmes. Et quand il te crée des problèmes et que tu as du mal à trouver des solutions, il te punit parce que tu ne trouves pas des solutions aux problèmes qu'il t'a créés. Voilà ce que fait l'Occident. Les mêmes qui sont à l'origine de la déstabilisation de l'Iran veulent punir l'Iran parce que l'Iran combat la déstabilisation. Est-ce que vous comprenez? On peut donc passer à la deuxième partie. Que reproche l'Occident à l'Iran? Quel est le fond du différend, du conflit entre l'Occident et l'Iran? Vous devez distinguer, mes chers amis, les raisons apparentes avancées par l'Occident des raisons réelles que nous allons révéler. Les raisons apparentes avancées par l'Occident, c'est que l'Iran ne pratique pas la démocratie. Première raison. Deuxième raison, reprochée par l'Occident à l'Iran, apparente, c'est que l'Iran ne pratiquerait pas la bonne gouvernance. Troisième raison avancée par l'Occident contre l'Iran, c'est que l'Iran ne respecterait pas les droits de l'homme. On va prendre les trois principales accusations apparentes, les trois principaux alibis, les trois principaux prétextes avancés par l'Occident pour agresser l'Iran. Et on va analyser. Commençons par le premier prétexte, le prétexte démocratique. Est-ce que l'Occident a la responsabilité d'imposer les formes d'organisation politique des autres pays du monde? Est-ce que les Européens et les Américains, là, est-ce que leur fonction sur la Terre, c'est d'imposer à tout le monde de copier leur modèle politique? Non. Deuxièmement, restons toujours sur la question démocratique. Est-ce que l'Occident lui-même est vraiment démocratique? Je veux dire, ici en Europe, l'endroit d'où je vous parle, il y a 12 monarchies. Vous voulez que je les cite pour ceux qui ne savent pas qu'il y a des monarchies ici? C'est-à-dire des pays dont le chef de l'État n'est pas élu. Je commence à citer quelques monarchies. La Belgique, c'est une monarchie. Quand par exemple vous commencez à travailler dans un institut de l'État belge, on vous fait signer un document dans lequel vous acceptez que vous ne critiquerez jamais le roi. La Belgique, ici à côté, là à côté, c'est une monarchie. Les rois des Belges là, qui entre autres ont coupé 20 millions de bras au Congo, de la fin du 19e à la première moitié du 20e siècle, ils n'ont jamais été élus. Les rois de Belgique n'ont jamais été élus. Le Danemark, c'est une monarchie. Les rois du Danemark n'ont jamais été élus. Le Royaume-Uni, c'est une monarchie. L'Angleterre. Les rois d'Angleterre n'ont jamais été élus. Les Pays-Bas sont une monarchie. Les rois des Pays-Bas n'ont jamais été élus. La Suède est une monarchie. Les rois suédois n'ont jamais été élus. On continue. L'Espagne est une monarchie. Les rois d'Espagne n'ont jamais été élus. On continue. Monaco est une monarchie, une principauté. Les rois de Monaco, les princes de Monaco n'ont jamais été élus. On continue. Luxembourg. Le Luxembourg, c'est une principauté, c'est un duché. Le duc du Luxembourg n'a jamais été élu.
Il y a 12 pays européens, occidentaux, qui sont des monarchies. On a ajouté dessus constitutionnel. Mais des monarchies quand même. Voici des gens qui veulent imposer leur démocratie, leur soi-disant démocratie à la terre entière, alors qu'ils ont 12 monarques chez eux qui n'ont jamais été élus. Et ils ne les ont pas détrônés. Donc, que vaut la prétention de l'Occident à imposer sa soi-disant démocratie dans le monde entier, alors qu'il ne se l'est même pas imposé à lui-même, intégralement? Prétention nulle. Tu ne peux pas dire aux autres de faire ce que toi-même, tu ne fais pas. Tu ne peux pas imposer aux autres ce que toi-même, tu ne t'imposes pas. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Ils veulent parler de démocratie. Mais écoutez, c'est la démocratie qui leur a donné le droit d'esclavagiser des centaines de millions de Noirs, d'exterminer des dizaines, des centaines de millions d'Indiens d'Amérique. C'est la démocratie. C'est la démocratie qui leur a permis de massacrer, lors des colonisations, des centaines de millions d'Africains, d'Asiatiques, d'Américains. C'est la démocratie. Si c'est ça la démocratie, on n'en veut pas. Parce que pour nous, qui analysons l'histoire et le comportement des démocraties, des soi-disant démocraties occidentales dans le monde, nous voyons plutôt à l'œuvre un phénomène que nous avons appelé la démocratie. Il faut mettre N entre O et C. Et vous avez le vrai concept qui décrit la pratique des soi-disant démocraties occidentales dans l'histoire humaine de ces 600 dernières années. Rien qu'à prendre les 600 dernières années. L'Occident qui se prétend démocratique est en même temps, comme l'a révélé un certain monsieur Nicolas Sarkozy, la partie la plus sauvage et la plus barbare de l'humanité. Monsieur Sarkozy, venez ici. Quel est le continent le plus sauvage et le plus barbare que l'humanité, que l'humanité ait jamais connu? Venez ici, monsieur Sarkozy, vous-même, vous êtes un parfait sauvage et barbare. Mais quel est le continent le plus brutal? Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y, allez-y. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, très bien, est le continent le plus brutal, très bien, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Voilà. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Bon, oui. C'est l'Europe. Merci, monsieur Sarkozy, c'est bon. C'est un fait historique. Le continent qui a semé le plus de guerres sur la Terre, qui est à l'origine même des 2 dernières guerres mondiales, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Le continent est la partie de l'humanité qui a lancé 2 bombes atomiques sur un pays sur la Terre. C'est l'Occident, à travers la puissance qui le gouverne, les États-Unis d'Amérique. Hiroshima et Nagasaki. D'accord? La partie du monde qui a le plus saigné l'humanité, c'est l'Occident. C'est un fait scientifique. Le dire, ce n'est pas appeler à la haine, c'est appeler à la prise de conscience. La barbarie politique sur cette terre est d'abord le fait de l'Occident politique. Donc, la démocratie occidentale est un thème, est un motif, est un prétexte qui ne convainc plus personne de sérieux. Personne ne prend au sérieux leur prétention à instaurer la démocratie chez les autres. On sait que ce n'est qu'un alibi. Prenons le second alibi pour lequel ils attaquent l'Iran. Ils veulent attaquer l'Iran parce que pour eux, l'Iran ne pratiquerait pas la bonne gouvernance. Mais la question est la suivante. Mais si l'Iran ne gouverne pas bien, c'est le problème de qui? Est-ce que c'est le problème des Américains? Est-ce que c'est le problème des Anglais? Est-ce que c'est le problème des Européens? Je suis dans mon pays, avec mon peuple, je le gouverne mal. Ton problème dedans, c'est quoi? C'est ton pays? C'est ton territoire? Donald Trump est assis chez lui. Il dit que lui, il a toutes les cartes sur table. Est-ce que l'Iran appartient à Trump? Trump est un descendant d'Allemands. Son grand-père est un Allemand pauvre qui a émigré, en Amérique pour se refaire une vie. Et il a refondé sa famille. Bon, monsieur Trump, de quel droit, en tant que président des États-Unis d'Amérique, vous avez quelque chose à dire sur la manière dont l'Iran est gouverné? Vous êtes iranien? Est-ce que vous êtes ressortissant d'Iran? Est-ce que les 1 648 195 km² de l'Iran là appartiennent aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce que Donald Trump a à foutre dedans? Si Trump prétend qu'il a son mot à dire et qu'il doit trancher sur la bonne gouvernance en Iran, mais il s'ensuit que tout le monde doit trancher sur la bonne gouvernance aux États-Unis. Toutes les autres puissances devraient entrer aux États-Unis pour punir le gouvernement fédéral américain pour les Noirs américains qui sont tués par la police chaque année.
On devrait entrer là-bas pour voir comment la fameuse ICE est en train de maltraiter les immigrants latino-américains, africains, etc. On devrait entrer là-bas pour les punir pour toutes les bavures qu'ils commettent contre leur propre population. Par exemple, les millions d'Américains qui sont abandonnés à la dépendance à la drogue. Les millions de sans-abri qu'il y a à travers les États-Unis. Il faudrait alors que les autres puissances du monde bombardent les États-Unis pour les obliger à bien traiter leurs populations les plus vulnérables. Est-ce que vous voyez l'absurdité d'un tel raisonnement? Comment le monde peut-il s'habituer à ce que les Occidentaux prétendent qu'ils ont leur mot à dire dans les affaires de tout le monde, mais que tout le monde n'a rien à dire dans leurs affaires? Je recommence. Comment le monde a-t-il pu s'habituer à cette idée que les Occidentaux ont quelque chose à dire dans les affaires, et même à faire dans les affaires de tout le monde, mais que tout le reste du monde n'a rien à faire dans les affaires de l'Occident? Comment a-t-on pu s'habituer avec une telle idée? Moi, je suis incapable de m'habituer avec une telle idée. Moi, je ne peux pas vivre normalement avec une telle idée. Le problème sur la Terre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça normal. Ils ont normalisé l'absence de normalité. Ils ont normalisé l'anormal. Ils ont écarté la norme et ils ont normalisé l'écart, comme le disait le professeur Hubert Monondiana du Cameroun. Ces impérialistes occidentaux ont normalisé l'écart et ont écarté la norme. On ne se mêle pas de vos affaires. Vous choisissez Macron comme vous voulez, Starmer comme vous voulez, Merz comme vous voulez. Les Iraniens ne s'en mêlent pas. Vous choisissez Donald Trump comme vous voulez. Les Iraniens ne s'en mêlent pas. Mais vous voulez vous mêler de la gouvernance de l'Iran. Allez même jusqu'à, comme Macron, dire que tel pays doit être gouverné par tel. Macron s'est levé, il a dit Miguel Urrutia doit gouverner le Venezuela parce que je trouve qu'il est meilleur. Mais monsieur Macron, est-ce que les Vénézuéliens choisissent le président français? C'est très grave. Donc la bonne gouvernance est une affaire entre les gouvernants et leur peuple. La redevabilité des gouvernants concerne leur peuple. Elle ne concerne pas les puissances étrangères, les nations étrangères. Enfin, ils viennent sur la question des droits humains. Ils disent que la République islamique d'Iran ne respecte pas les droits humains. Ok, d'accord. Je suis prêt à reconnaître que, incontestablement, il y a des violations des droits qui sont proclamés par la charte de l'ONU. Il y en a. Mais dans quel pays il n'y en a pas de violation des droits humains? Tous les Africains qui ont été massacrés par la France, depuis la période de la traite négrière, jusqu'à ce 21e siècle, il y a eu procès où pour condamner les massacreurs? Ceux qui ont tiré là, en novembre 2004, sur 60 Ivoiriens, devant l'hôtel Ivoire à Abidjan, ils ont été jugés où? C'était pas une violation des droits humains? Les troupes françaises qui ont tiré, par exemple, sur le chemin, quand elles se retiraient de plusieurs pays sahéliens, qui ont tiré sur les foules, est-ce qu'on a jugé ces militaires qui ont tiré sur les foules? Les nombreux massacres américains dans le monde, massacres en Irak, massacres au Vietnam, massacres en Serbie, massacres en Libye, massacres en Somalie, les massacres américains en Amérique latine ont été jugés où? Pour que l'Amérique puisse enseigner les droits de l'homme. Nelson Mandela l'a rappelé un jour, en plein New York, à un journaliste américain qui osait lui faire la morale, en lui disant, est-ce que vous savez que la puissance qui a commis les crimes les plus atroces, les plus innommables, c'est la puissance américaine? Est-ce que vous savez que vous êtes le modèle parfait de l'impunité totale, le modèle parfait de l'ignominie en matière de droits humains? Est-ce que vous savez cela? Vous avez exterminé les Indiens d'Amérique. Vous avez exterminé et esclavagisé des millions, des dizaines de millions de Noirs. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez exporté des centaines de guerres à travers le monde, tuant des centaines de millions d'innocents. Cela ne vous suffit pas. Vous voulez quand même encore vous arroger le rôle de professeur en droits humains? S'il y a un continent qui ne peut pas se mêler d'enseigner les droits de l'homme, c'est le continent européen. Car il est l'auteur des violations les plus flagrantes, les plus barbares de ces droits. Qui plus est, quand on regarde l'histoire longue de l'humanité, quelle est la civilisation qui a proclamé les droits humains avant toutes les autres? C'est la civilisation négro-africaine. Allez lire les 42 lois de la Mahat, qui datent de plus de 6000 ans. Allez lire la charte de Kouroukan Fougan en 1236. Et revenez nous voir
avec votre déclaration des droits de l'homme français, pas de la femme d'ailleurs, et du citoyen qui date de 1789, ou la déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948. Arrêtez de vous foutre du monde. La thématique des droits humains, s'il y a un continent qui a anticipé sur tous les autres pour les affirmer, c'est le continent africain. Vous n'avez rien à nous apprendre en matière de droits humains. Nous étions hommes avant vous. Avant que vous ne fûtes, oh, occidentaux, nous étions. Nous étions. Nous sommes vos ancêtres. Nous sommes vos aînés. L'Afrique a un droit d'aînés sur tous les peuples de la terre. Première civilisation. Berceau de l'humanité. Vous ne pouvez pas venir nous apprendre ce que c'est qu'être humain, alors même que l'humanité vous a été transmise par nous. Oui. Les Africains sont les aborigènes de la terre. Le mot aborigène vient du latin ab originis, c'est-à-dire les premiers habitants. J'espère que vous le savez, que les Africains noirs sont les premières populations de tous les continents. Et que vous-même, avec la couleur de peau blanche que vous avez, vous êtes des descendants d'anciens nègres qui ont connu la mutation de la perte de la mélanine dans des conditions climatiques de non-exposition permanente au soleil. Vous devriez tous vous tourner partout dans le monde vers l'Afrique en signe d'adoration, de vénération et de reconnaissance. Car c'est l'Afrique qui a été le lieu où l'humain a été créé par Dieu. Le jardin d'Éden, c'est chez nous, en Afrique. C'est pas un hasard si le continent qui a la plus grande concentration de ressources naturelles, faramineuses et extraordinaires, c'est l'Afrique. Elle a été pensée ainsi par le génie absolu, le génie cosmique, le Tout-Puissant. Et vous osez nous apprendre les droits humains? C'est-à-dire que c'est un peu comme si celui qui doit t'enseigner les droits humains devient ton élève. Aujourd'hui même encore, quelle est la civilisation la plus hospitalière? Quelle est la civilisation la plus généreuse? Quelle est la civilisation la plus solidaire connue sur la terre? Si ce n'est pas la civilisation négro-africaine. Quels sont ceux qui, avec presque rien du tout, sont capables de survivre parce qu'ils se soutiennent? Sur quel continent la solidarité a été, pendant très longtemps, la seule sécurité sociale pour des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'individus? L'Afrique. L'Afrique. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas vivants s'ils n'étaient pas africains. Si nous étions nés dans d'autres continents, par exemple le continent européen, la plupart d'entre nous ne serions pas vivants. Parce que nous serions nés dans un continent où les liens sociaux sont tellement distordus que nous aurions été abandonnés très tôt à la malmort, comme on les voit. Les gens que vous voyez à Paris, là, couchés sous les ponts, vous pensez qu'ils n'ont pas de famille? On voit des Occidentaux abandonnés aux États-Unis, alors qu'ils ont des frères et des sœurs. Et eux, ils couchent dans la rue, ils dorment dans leur voiture, ils dorment sous les ponts. Pourquoi? Parce que la civilisation occidentale a rapidement perdu des valeurs d'humanité fondamentales qui résistent en Afrique. Oui! Donc, le troisième motif qui est avancé contre l'Iran est un motif faux. La société iranienne a davantage à enseigner ce que c'est que l'humanité à la société occidentale que la société occidentale n'a à enseigner aux Iraniens. Les Iraniens, ce sont des Perses. C'est une ancienne civilisation. Une civilisation érudite. Une civilisation remplie de connaissances et de sapience. Les plus grands théologiens occidentaux, se retrouvant face à l'ayatollah, eh bien, Ali Khamenei, savent qu'ils ont affaire à un super docteur de la théologie. Moi, j'ai assisté à un dialogue, à une discussion entre le pape Benoît XVI et l'ayatollah Ali Khamenei. La discussion avait eu lieu à l'université catholique de Paris. Entre les deux chefs, l'un de l'église catholique, l'autre chef de l'islam chiite. Mais c'était monumental. La démonstration de sapience, d'exégèse et de connaissance des textes sacrés de l'ayatollah Khamenei, elle était incomparable. Il était au-dessus de Benoît XVI, qui est pourtant un triple docteur de l'église catholique. Donc il ne faut pas prendre les Iraniens, comme on dit chez nous à Abidjan, ça ne fait rien.
C'est un pays puissant, avec des cerveaux géniaux, des docteurs à foison, des ingénieurs. Ils sont pointus partout. Ils sont pointus à mort. Le monde a beaucoup à prendre de l'Iran, il ne faut pas détruire l'Iran. Si la terre est belle, c'est parce qu'il y a des nations comme la nation iranienne. Or, les Américains et leurs alliés occidentaux veulent détruire l'Iran. Donc, les trois motifs qui sont avancés. Oh, ils ne sont pas démocrates. C'est faux. Vous-même, vous n'êtes pas démocrate. Vous êtes démocrate. Démocrate. Vous êtes sur le pouvoir du démon. Parce que vous mentez matin, midi et soir, dirigeants occidentaux. Vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Vous ne respirez que le mensonge. Vous avez prétendu que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Vous l'avez tué, vous l'avez pendu. On s'est rendu compte que vous mentiez. Vous avez prétendu que Kadhafi était en train de génocider son peuple. C'est faux. On a découvert dans vos propres emails que c'est parce qu'il créait une monnaie qui allait supplanter le dollar, l'euro et le CFA. Vous mentez tous les jours. Vous prétendez que Maduro était un narcotrafiquant. À peine l'avez-vous kidnappé que vos propres juges disent c'est faux. Narcotrafiquant là, non, là par contre, non. Il n'est pas narcotrafiquant. Après, Donald Trump sort carrément, grossièrement pour dire le pétrole vénézuélien est à nous. Vous êtes des menteurs, dirigeants occidentaux. Et maintenant, la planète tout entière le sait. C'est ça le problème. Avant, la planète ne le savait pas. Puisque vous contrôliez les grands médias et que vous tambouriniez vos mensonges dans le crâne des milliards d'humains. Maintenant, par la révolution numérique et des réseaux sociaux, vous ne contrôlez plus le contenu des crânes. Vous ne contrôlez plus le mental de la terre. L'Esprit de Dieu souffle où il veut, comme le vent. Voilà votre problème. Alors, donc, les trois raisons qui sont avancées sont des raisons fausses. Ce n'est ni pour la démocratie, ni pour la bonne gouvernance, ni pour les droits humains que l'Occident, à la tête duquel les États-Unis s'attaquent à l'Iran. Ce n'est pas cela. La vraie raison, les vraies raisons, les voici. J'en ai trouvé 4. Première raison fondamentale économique, ce sont les réserves pétrolières et gazières de l'Iran. Et on en veut à l'Iran parce que l'Iran refuse de vendre son pétrole maintenant en dollars. L'Iran vend son pétrole dans sa propre monnaie et il est en train de vendre son pétrole dans la monnaie de ses partenaires, c'est-à-dire en roubles, en yuan. Il vend son pétrole, il accepte la monnaie indienne, il accepte la monnaie nationale de chacun des pays qui vient vers lui. Donc on en veut à l'Iran parce que l'Iran est l'un des acteurs de la dédollarisation, c'est-à-dire de la perte d'influence du dollar. Il faut savoir que le dollar est une monnaie qui a été créée et qui vit essentiellement de la richesse de tous les autres pays du monde. Puisque, à travers ses 835 bases militaires, la puissance américaine impose à tous les pays du monde d'utiliser les dollars pour commercer. Or, dès lors que vous utilisez les dollars, en fait, vous financez l'économie américaine. Parce que dans la moindre transaction, au crédit ou au débit que vous faites en dollars, eh bien, les États-Unis perçoivent une ristourne. Dans la moindre transaction que vous faites en dollars, le dollar, c'est en quelque sorte un poste douanier qui est placé sur toute la terre. Dès que vous achetez ou vous vendez en dollars, les États-Unis réceptionnent, une marge. Et dès que vous n'achetez plus et vous ne vendez plus en dollars, le dollar perd de son crédit, il perd de sa valeur. C'est la raison pour laquelle on attaque maintenant, c'est la raison pour laquelle on attaque maintenant l'Iran. C'est exactement la raison pour laquelle on attaque le Venezuela. Le Venezuela s'était mis à vendre son pétrole, non plus en dollars, mais en pesos vénézuéliens, en roubles russes, en yuan chinois, en rial iranien, etc. C'est la raison pour laquelle Trump attaque. L'Occident attaque, pourquoi? Parce que l'Occident n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz. Et il tient à avoir un approvisionnement quasi gratuit dans ces matières premières stratégiques qui sont la condition du fonctionnement de son industrie. Voilà la première raison. La seconde raison, c'est que l'Iran a refusé de se soumettre, comme les autres nations à dominance musulmane, l'Iran a refusé de se soumettre à l'hégémonie américaine. Vous le savez très bien, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'essentiel des monarchies pétrolières du Golfe ont abandonné leur souveraineté entre les mains des États-Unis qui les occupent militairement et qui ont dicté le fait que le pétrole ne devait se vendre qu'en dollars.
C'est le fameux deal qui a fondé l'alliance entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume d'Arabie Saoudite, qui s'applique à toutes ces monarchies du Moyen-Orient. Ce deal dit ceci, eh bien, vous devez laisser acheter ou vendre votre pétrole, eh bien en dollars. En échange, nous vous assurons une protection militaire. Et jamais vous ne serez attaqué. Voilà le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est essentiellement composé de monarchies. Pourquoi les États-Unis d'Amérique n'imposent-ils pas la démocratie en Arabie Saoudite? Pourquoi n'imposent-ils pas la démocratie au Qatar, aux Émirats Arabes Unis? Pourquoi est-ce qu'ils n'imposent pas la démocratie au Bahreïn? Parce que tous ces pays leur sont soumis. Et qu'ils vendent leur pétrole en dollars et font les 4 volontés des États-Unis qui les occupent militairement. Vous comprenez? Donc en fait, ce sont des pays qui sont là pour créditer le dollar. Ce sont des pays qui globalement, eh bien, vendent leurs richesses pour renforcer la richesse américaine. Est-ce que vous comprenez? L'Iran a refusé d'entrer là-dedans. De telle façon que les États-Unis d'Amérique et l'Occident dominent en réalité l'islam sunnite. D'ailleurs, c'est grâce à cette domination sur l'islam sunnite qu'ils ont été capables de créer des organisations terroristes issues de cet islam sunnite notamment, comme Al-Qaïda et l'État islamique. Ce sont des groupes de mercenaires de coloration sunnite qui sont sous le contrôle de l'OTAN et des États-Unis et qui ont été créés dans ces conditions-là. L'Iran, quant à lui, pratique une branche de l'islam qui descend du gendre du prophète de l'islam qui s'appelait Ali. Et cette branche de l'islam, qui est née donc d'une rupture avec une partie de l'islam sunnite, s'appelle le chiisme, du mot arabe shi'a, qui veut dire ceux qui se sont séparés. Ce chiisme iranien, eh bien, unit en quelque sorte donc les Iraniens, les Syriens alaouites, comme les Assad qui étaient au pouvoir en Syrie, et le Hezbollah, que l'on retrouve au Liban. Or, que ce soit le Hezbollah libanais, que ce soit les Alaouites de Syrie, hein, proches donc du régime ancien des Assad, ou que ce soit eh bien, les chiites d'Iran qui sont au pouvoir avec la révolution iranienne, ils refusent de se soumettre eh bien, à l'Arabie Saoudite, ils refusent de se soumettre aux sunnites, et par ricochet, refusent de se soumettre à la domination américaine, à la domination occidentale. Vous avez compris? C'est parce que l'Amérique et l'Occident veulent continuer à contrôler l'islam, comme ils le contrôlent à travers leurs vassaux, les Saoudiens, les Qataris et consorts, qu'ils combattent l'Iran. Ils combattent l'Iran, parce que les chiites ne se sont pas soumis à Washington. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ça, c'est la deuxième raison. Le contrôle est bien de l'islam. Et son instrumentalisation trouve une limite en Iran. L'Iran résiste au contrôle de l'islam par l'Occident. Troisième raison. On en veut à l'Iran parce que l'Iran refuse de se soumettre au monde unipolaire, dirigé par les États-Unis, et au cœur des États-Unis, le lobby, eh bien, juif, le lobby israélien. L'Iran refuse de se soumettre et affirme son droit à la souveraineté. Il affirme son droit à la souveraineté et adhère par conséquent à la dynamique du monde multipolaire, aux côtés de la Russie, de la Chine, aux côtés de l'Inde, aux côtés de l'Afrique du Sud, aux côtés de l'Alliance des États du Sahel, aux côtés du Venezuela, aux côtés de Cuba, aux côtés de la Colombie, de la Bolivie, du Brésil. Toutes ces puissances qui émergent et qui disent « nous ne voulons plus nous soumettre au diktat des Occidentaux ». L'engagement fort de l'Iran dans le monde multipolaire, l'engagement fort de l'Iran dans les BRICS, c'est cela qui lui vaut l'agressivité américaine et occidentale. Parce que le succès des BRICS, le succès du monde multipolaire signifie la fin de l'hégémonie de l'Occident. Sur le terrain économique comme sur le terrain politique. Et il y a une quatrième raison pour laquelle ils en veulent à l'Iran. C'est que l'Iran veut exercer totalement sa souveraineté. Notamment, l'Iran veut exercer totalement sa souveraineté en passant du nucléaire civil au nucléaire militaire. Pourquoi l'Iran a-t-il intérêt à aller vers le nucléaire militaire? Parce que si l'Iran possède la puissance nucléaire militaire, il ne sera plus attaquable aussi aisément qu'il l'a été depuis plusieurs décennies. Pourquoi les États-Unis ne bombardent-ils pas la Corée du Nord? Parce qu'ils savent que la Corée du Nord est capable de bombarder les États-Unis.
et qu'elle possède des ogives nucléaires qu'elle peut balancer sur les États-Unis. C'est pour ça que les Américains n'attaquent pas la Corée du Nord frontalement. Ils n'attaquent pas la Russie frontalement pour les mêmes raisons. Ils n'attaquent pas la Chine frontalement pour les mêmes raisons. Et l'Iran l'a compris. L'Iran s'est mis à développer son nucléaire civil. Et l'Iran, actuellement, commence à affirmer qu'il possède désormais le nucléaire militaire. Or, l'un des enjeux de la domination occidentale du monde, c'est d'imposer la non-prolifération nucléaire aux pays non occidentaux. C'est-à-dire de garder la puissance nucléaire militaire essentiellement pour lui, l'Occident. Et d'empêcher les autres pays du monde, africains, latino-américains, les pays asiatiques, d'accéder à la puissance nucléaire. L'une des conditions de la domination du dollar, c'est de ne pas permettre à des puissances du Sud global d'avoir le feu nucléaire. Or, l'Iran possède le feu nucléaire. Et l'épisode de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël a été l'occasion de voir que l'Iran était capable, militairement, d'écraser Israël. Sans l'assistance des États-Unis d'Amérique, l'Iran aurait complètement défait militairement Israël lors de la guerre qui les a opposés il y a quelques mois. L'un des enjeux et l'une des raisons pour lesquelles Trump hésite à attaquer frontalement l'Iran, c'est qu'il sait que des effets collatéraux sur son allié israélien ne manqueraient pas d'avoir lieu. Et Donald Trump risque par là d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire de faire s'effondrer le principal pion de l'Occident au Moyen-Orient, à savoir Israël. Vous comprenez? Et enfin, j'ai trouvé une cinquième raison pour laquelle ils en veulent aux Iraniens. Les Iraniens sont une société traditionnelle enracinée, alors que l'Occident politique est composé de sociétés déracinées, qui sont entrées dans un globalisme transhumaniste et pervers. Les sociétés occidentales ont perdu leurs racines. Ce sont des sociétés où on ne connaît plus la différence entre l'homme et la femme. Ce sont des sociétés où on ne sait même plus ce que c'est qu'une famille. Ce sont des sociétés où les individus n'ont même plus d'identité sexuelle, ils n'ont même plus d'identité de genre. Ce sont des sociétés dépersonnalisées. Ce sont des sociétés qui ont chaviré. Sociétés sans repère. Des sociétés perdues. Je lisais, et je vous en parlerai plus tard, le dernier livre de l'ancien chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers, qui appelle la France à reprendre la main sur ses armes. Et le général Pierre de Villiers dit que l'une des raisons de la faiblesse et du déclin et de l'effondrement de la France, c'est la perte des valeurs de civilisation traditionnelle, la perte des repères. L'Occident, comme la France en particulier, sont des espaces dans lesquels les enfants grandissent bourrés dans leur crâne par des idées confuses, qui leur sont enseignées par des adultes eux-mêmes qui ne savent plus qui ils sont. Oui! Et on en veut à l'Iran parce que l'Iran n'est pas entré dans la vulgate dépersonnalisatrice, la vulgate de la perversion, la vulgate de la confusion, la vulgate de la dilution de la famille traditionnelle humaine, que l'Occident veut présenter comme une évolution, que l'Occident veut présenter comme vraiment l'accomplissement suprême de l'humanité. Alors même que, au même moment, on voit que la démographie occidentale s'effondre à cause de ça. On voit que les jeunes couples ont du mal à fonder des familles et à faire des enfants à cause précisément de toute cette indécision qui règne sur ce que c'est qu'être un homme, ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est qu'être une famille. On voit très bien cela, mais on continue la tête baissée. L'Iran refuse de se soumettre à cette domination de la perversion. On en veut à l'Iran parce que c'est un pôle de résistance contre la destruction de la famille humaine traditionnelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà la cinquième raison pour laquelle l'Occident veut faire tomber l'Iran. Je reprends les raisons. L'Occident veut mettre la main sur les réserves pétrolières et gazières de l'Iran. L'Occident veut en réalité dominer l'islam chiite, comme il domine l'Occident sunnite, l'islam sunnite, qu'il manipule à travers ses organisations de mercenaires terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Troisième raison, l'Occident en veut à l'Iran pour sa contribution à la création du monde multipolaire, la création des BRICS, c'est-à-dire en réalité la fin de l'hégémonie économique, politique, diplomatique, de l'Occident sur le monde. Quatrième raison, l'Occident en veut à l'Iran parce que l'Iran est en marche vers la souveraineté géostratégique, géopolitique totale, notamment avec le contrôle du nucléaire civil vers le contrôle du nucléaire militaire.
Il ne faut pas que l'Iran en arrive là, parce qu'on ne pourra plus le piller, on ne pourra plus le bombarder, on ne pourra plus le terroriser. Cinquième raison, l'Occident en veut à l'Iran parce que l'Occident a perdu ses traditions. L'Occident est tombé dans un globalisme déraciné, alors que l'Iran est l'une des grandes civilisations enracinées du continent. L'Iran conserve ses racines perses et pratique un islam original, l'islam chiite, qui n'a rien à envier à l'islam sunnite et qui a le droit d'exister, comme toutes les nuances de la belle religion islamique, dans la tolérance et le respect mutuel des différences. La deuxième partie de cette conférence s'est ainsi achevée. Vous avez compris les vraies raisons. Ce n'est pas la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, allégués par l'Occident, qui sont les causes de son agression contre l'Iran. C'est d'ailleurs très marrant d'imaginer que Donald Trump aime le peuple iranien. Qui peut croire en cela? Qui est assez fou pour croire que Donald Trump aime les Iraniens? Il aime tellement les Iraniens, qu'il est prêt à faire une guerre pour eux. Qui croit cela? Personne de sérieux, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni en Afrique, ni en Asie, ni dans les îles des océans Atlantiques et Indiens. Personne de sérieux ne peut croire que Donald Trump soit tombé amoureux du peuple iranien. C'est aussi marrant de dire cela que de croire que Donald Trump s'est mis à bombarder la région de Sokoto au Nigeria parce qu'il est amoureux du peuple chrétien du Nigeria. Pour défendre les chrétiens nigériens, Donald Trump, dont le christianisme est davantage proche du crétinisme que de la loi d'amour, serait-il prêt à venir sacrifier des soldats américains pour protéger des chrétiens nigérians? Mon œil, personne n'y croit. Le même qui nous a dit que l'Afrique était un shithole country. Hein? Le même qui a mis en place une politique d'immigration pour chasser le maximum d'étrangers non blancs du sol américain. Il peut dire à qui qu'il l'aime. Sont bien naïfs les Iraniens qui se donnent la mort en espérant que Donald Trump puisse les magnifier, qu'il les glorifie et qu'il les récompense. Bien naïfs, bien nuls sont-ils, qui espèrent la protection de leur ennemi principal. Celui même qui sabote l'Iran. C'est celui-là qui prétend protéger les victimes de son sabotage. Venons-en à la troisième partie de notre conférence, et c'est la conclusion, les leçons pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on tire de tout ceci? C'est très important, toujours, de faire un retour sur nous-mêmes. Jeunesse consciente. Jeunesse consciente. Troisième et dernière partie de cette conférence du 13 janvier 2026. Quelles sont les leçons que nous, Africains, devons tirer de ce que nous savons, de ce qui se passe réellement en Iran? Quelles sont les leçons que nous devons en tirer? Premièrement, moi j'ai dégagé 4 leçons qu'on peut en tirer. Peut-être que vous en trouverez d'autres. Même pour moi, il y a 4 leçons essentielles de ce qui se passe entre l'Occident politique et l'Iran. Première leçon, nous, Africains, ne devons plus jamais tomber sous le charme de la diabolisation occidentale de qui que ce soit sur la Terre. C'est ce que je peux appeler une leçon médiatico-psychologique. Plus jamais les Africains ne doivent tomber sous le charme des campagnes de diabolisation initiées par les grandes puissances impérialistes occidentales. Parce que nous en avons été victimes plusieurs fois. Nous sommes passés par des erreurs d'appréciation. Parce que pendant longtemps, nous étions drogués par les médias occidentaux qui monopolisaient la circulation de l'information et ainsi pouvaient s'adonner sans difficulté à la désinformation. Souvenez-vous de comment on nous a fait détester Ceausescu avant de le tuer. Souvenez-vous de comment on nous a fait détester Kadhafi avant de le tuer. Souvenez-vous de comment on nous a fait détester Saddam Hussein avant de le tuer. Souvenez-vous comment on nous fait détester. On nous a fait détester Maduro avant de le kidnapper. Souvenez-vous de comment on nous a fait détester Yasser Arafat tout au long de sa vie. Souvenez-vous de comment on nous a fait détester Kadhafi. Comment on nous a fait détester Sankara. Comment on a tout fait pour nous faire détester Nelson Mandela. Comment on a tout fait pour nous faire détester les Ruben Umniobe, les Boganda, avant de les éliminer.
Souvenez-vous de comment on nous a fait détester Ernesto Che Guevara avant de le tuer. Amilcar Cabral avant de le tuer. Nous avons suffisamment d'exemples de leaders du Sud global qui ont été diabolisés copieusement par les campagnes criminelles de l'Occident avant d'être éliminés. Et au moment où ils étaient éliminés, certains d'entre nous avaient la faiblesse de penser que c'était bien fait pour eux. La première leçon que l'Afrique doit noter, c'est que quand l'Occident pointe un dirigeant dans ce monde et le présente comme le diable, il faut d'abord par précaution méthodologique et épistémologique soutenir d'abord ce dirigeant. Parce que quand l'Occident vous déteste, cela veut justement dire que vous êtes opposé à ses intérêts néocolonialistes et impérialistes. Ça, c'est la leçon numéro 1. Quand j'ai vu la campagne de diabolisation orchestrée par les grands pays occidentaux contre l'Iran, j'ai compris que l'Iran avait raison. Parce que cela m'a rappelé toutes les campagnes similaires orchestrées par les grands pays occidentaux contre des dirigeants du Sud global qui, finalement, étaient innocents de ce dont on les accusait. Donc, qu'on ne reprenne plus jamais les Africains en train de répéter les dictées diabolisatrices des dirigeants résistants du monde, des dictées rédigées par l'Occident dans ses officines mensongères, propagandistes, les officines d'intoxication. Donc, il ne faut pas relayer la campagne mensongère que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés occidentaux sont en train de mener contre l'Iran. Il ne faut pas la relayer. Il ne faut pas la relayer parce que, en fait, ils diabolisent le régime iranien, mais ils ne peuvent pas expliquer pourquoi le régime iranien a produit un pays qui est plus solide que la plupart des pays qu'ils soutiennent. Bon, si l'Iran ne vaut rien, comment ont-ils réussi à faire que le PIB par habitant de l'Iran soit supérieur pratiquement au PIB par habitant dans tous les pays africains? Comment ils ont fait? Alassane Draman Ouattara se suppose du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental qui est en Côte d'Ivoire, comme Biya Paul suppose du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental au Cameroun, ils ne sont pas capables d'avoir plus de 4 000 $ par habitant de PIB. Hein? L'Iran est à 11 200 $. Si l'Iran ne valait rien, comment vos meilleurs élèves, vos élèves préférés en Afrique ne sont même pas capables de faire la moitié de ce que fait l'Iran? Hein? Et il faut résister à ça. Deuxième leçon pour l'Afrique. Nous devons apprendre à juger de la popularité d'un leader politique et des leaders politiques du monde entier, non pas du point de vue des puissances extérieures, mais du point de vue du degré de mobilisation intérieure du peuple par rapport au régime. Or là, si vous comparez les images que l'Occident nous montre de la mobilisation contre le régime iranien aux images réelles de la mobilisation du peuple iranien pour le régime iranien, vous vous rendrez compte scientifiquement que la mobilisation des Iraniens pour soutenir le régime est supérieure à la mobilisation des Iraniens pour renverser le régime, pour combattre le régime. Hier, seulement dans Téhéran, c'est plus de 3 millions d'Iraniens qui sont sortis pour marquer leur soutien à leur régime. La presse occidentale ne va pas faire un écho de ces mobilisations monstres, infiniment supérieures à celles des insurgés soutenus par les États-Unis et globalement l'Occident. Or, le vrai critère d'appréciation du degré de popularité du régime iranien, ce n'est pas ce que racontent ceux qui diffusent les images des révoltés de l'opposition, mais c'est la comparaison de ces images des révoltés de l'opposition avec les mobilisations en soutien au pouvoir. Objectivement, quand je prends les images des révoltés de l'opposition et que je les compare aux images de la mobilisation des partisans du pouvoir, je constate que le pouvoir iranien est infiniment plus populaire que ne le pensent les médias occidentaux. Donc, le bon critère, c'est de sonder de l'intérieur. Ne nous laissons plus dicter la définition de celui qui est populaire par la manipulation médiatique occidentale. Intéressons-nous aux critères de comparaison interne à chacun des pays. Et à ce moment, nous verrons l'ampleur de la mystification. Deuxième leçon, la popularité ne se juge pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Troisième leçon,
troisième leçon, et c'est extrêmement important pour l'Afrique. L'Afrique doit, en regardant ce qui se passe en Iran, se prémunir contre les révolutions télécommandées par l'Occident. L'Occident était un spécialiste des révolutions télécommandées. Par exemple, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Par exemple, ce qu'on a appelé la révolution orange. Ce sont des révolutions télécommandées par les services d'intoxication occidentaux. Et l'Afrique doit s'attendre à ce que ce type de révolution lui soit, infligée. Des révolutions télécommandées de l'extérieur, ayant pour but de positionner à la tête d'un pays des suppôts des intérêts étrangers. Des révolutions néocolonialistes, des révolutions impérialistes. L'Afrique, à force d'observer ce qui s'est passé en Iran, ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe au Venezuela, ce qui s'est passé en Libye, l'Afrique doit être maintenant prémunie. Les peuples et les dirigeants africains doivent travailler à anticiper sur les tentatives de fabriquer des révolutions artificielles qui ne sont pas l'expression des aspirations profondes du peuple. Alors, comment se prémunir contre les révolutions télécommandées? Mais dès lors que vous voyez qu'une révolution tire essentiellement sa légitimité du discours occidental, il faut savoir qu'elle est télécommandée. Dès lors que vous voyez apparaître des mots d'ordre qui sont dictés par les dirigeants occidentaux dans une révolution en Afrique, vous savez qu'elle est télécommandée de l'Occident. Dès lors que vous vous rendez compte que des révolutionnaires détiennent des moyens de propagande, des moyens d'action qui sont exceptionnels et qui proviennent très clairement en droite ligne des ONG occidentales, vous savez que c'est une révolution télécommandée. Dès lors que vous voyez les symboles des révolutions occidentales être privilégiés par des révolutionnaires apparents en Afrique, vous savez que ce sont des révolutions occidentales. Étudiez par exemple l'influence de la fondation Soros dans les soi-disant révolutions, entre guillemets, démocratiques qui ont eu lieu dans le monde ces 20 dernières années. Vous vous rendrez compte que l'essentiel de ces révolutions a été conçu à New York. Ont été conçues à Washington, au siège de la fondation Soros. Et elles ont été exportées. Elles ont été littéralement livrées, clé en main, à des groupuscules qui ont été financés afin de provoquer des changements de régime en faveur des intérêts, capitalistes, ultra-capitalistes, ultra-libéraux occidentaux. Ça, c'est la troisième leçon. Ce qui se passe en Iran nous indique ce qu'ils veulent faire au Sahel, ce qu'ils veulent faire en Afrique du Sud. Nous savons comment ils font. Donc nous devons modéliser leur stratégie et modéliser une contre-stratégie. Sans plus attendre, nous devons être prêts en Afrique. Les véritables révolutions africaines doivent émaner des entrailles du peuple africain et épouser le fond profond de l'imagination, de la tradition, de la pensée africaine. Enfin, il y a une quatrième leçon qu'il faut tirer de tout ceci. C'est que l'Afrique doit hâter sa marche vers la souveraineté nucléaire civile et la souveraineté nucléaire militaire. Je l'ai déjà dit dans ma conférence d'hier. Ce n'est pas un point négociable pour l'Afrique. Les grandes puissances africaines, que sont l'Afrique du Sud, que sont l'Alliance des États du Sahel, ont le droit d'aller de toute urgence vers cette souveraineté. Tout pays africain qui en a la capacité doit marcher vers cette souveraineté afin de blinder le continent contre les agressions sauvages et barbares des impérialistes occidentaux, des néocolonialistes français et de toutes sortes d'individus qui viennent de pays qui sont naturellement pauvres et qui veulent demeurer artificiellement riches grâce au pillage continu du Sud global. Donc, quatrième et dernière leçon, disais-je, il faut résolument renforcer l'appareil sécuritaire des puissances africaines. Et il faut crânement aller vers la maîtrise du nucléaire civil et vers celle du nucléaire militaire. Si on veut être dans la situation de Kim Jong-un, de Poutine, de Xi Jinping, la situation de Modi, si on veut être dans la situation des puissances que l'Occident ne s'empresse pas d'agresser délibérément, nous, Africains, devons crânement assumer notre devoir de construire de véritables puissances. Voilà les leçons qu'on peut tirer de l'Iran. Et j'espère que cette conférence vous aura été bénéfique et que ceux d'entre vous qui s'étaient laissés endormir et flattés par la propagande occidentale contre l'Iran vont se réveiller, mieux s'éveiller, à travers notre analyse. Il est 12h35 ce jour.